bienvenue dans Euronews Soir, votre rendez-vous d'actualité européenne et internationale. Voici les titres de ce mardi 23 juillet. Un nouveau Premier ministre au Royaume-Uni, eurosceptique, ancien maire de Londres et ancien ministre des Affaires étrangères. Boris Johnson, l'excentrique, succède à Theresa May. Dans l'actualité également, le CETA, ce traité très controversé de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, approuvé à l'Assemblée nationale en France. 52 députés du parti d'Emmanuel Macron se sont abstenus. Et puis la France suffoque, 80 départements sont en vigilance canicule, c'est un record. Nous verrons quelles sont les mesures adoptées par les autorités. Des images rafraîchissantes, enfin, le surf fera son entrée aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Je vous emmènerai à Shonan, considéré comme le berceau de la discipline au Japon. C'est l'information du jour. Outre-Manche, celui que l'on surnomme Bojo, Boris Johnson, succède à Theresa May en tant que Premier ministre du Royaume-Uni. À 55 ans, cet eurosceptique est déterminé à sortir de l'impasse sur le Brexit. Raphaël Vivant. Jeremy Hunt, 46 656 voix. Boris Johnson, 92 153 voix. J'annonce donc que Boris Johnson est élu chef du Parti conservateur. Sa victoire était attendue. Boris Johnson deviendra dès mercredi le nouveau Premier ministre britannique. L'ancien chef de la diplomatie a su convaincre les conservateurs face à Jeremy Hunt, qui s'est montré plus mesuré pendant la campagne. Nous devons encore une fois réconcilier deux instincts, deux nobles instincts, qui sont le désir profond d'amitié, de libre-échange et de soutien mutuel en matière de sécurité et de défense entre la Grande-Bretagne et nos partenaires européens. Puis le désir simultané, profond et sincère de démocratie et de gouvernance autonome dans ce pays. Nous savons que nous pouvons le faire et que la population de ce pays nous fait confiance. Nous savons que nous le ferons. Boris Johnson a toujours affiché une position très ferme sur le Brexit, ce qui lui a valu de nombreux soutiens. Lors de son discours, il en a profité pour rappeler sa promesse de campagne. Nous allons énergiser le pays. Nous allons organiser le Brexit le 31 octobre. Nous allons tirer parti de toutes les opportunités qu'il apportera et nous allons croire en nous-mêmes et en ce que nous pouvons réaliser. Comme un géant endormi, nous allons nous élever et nous allons cesser ce négativisme. L'ancien maire de Londres se présentera mercredi devant la reine Elisabeth II qui lui confiera la responsabilité de former le gouvernement. De nombreux défis attendent le Premier ministre, le Brexit bien sûr, mais aussi la gestion de l'escalade des tensions avec l'Iran. Pendant 5 ans, Boris Johnson a été journaliste à Bruxelles. Notre équipe sur place a rencontré ceux qui l'ont croisé quand il travaillait au Daily Telegraph. Yolène de Kerchove. Boris Johnson a vécu pendant 5 ans à Bruxelles. Il a travaillé comme journaliste pour les institutions européennes au Daily Telegraph de 1989 à 1994. Nombreux sont ceux qui pensent que ces histoires sur Bruxelles ont contribué à façonner la politique britannique. Nous avons parlé à ceux qui partageaient la salle de presse avec lui à cette époque. Dans cette profession, il faut un certain sérieux. On peut avoir de l'humour, bien sûr. L'ironie n'est pas interdite. Simplement, il faut le respect absolu des faits. On connaît la formule dans notre profession. Les faits sont sacrés, le commentaire est libre. Il y avait beaucoup de commentaires, généralement fondés sur très peu de faits chez Boris Johnson, et ça n'a pas changé depuis qu'il est en politique. Vous pouvez entendre ici sa voix dans la salle de presse. Commissioner Boris Johnson, Daily Telegraph. Could you explain in concrete terms Voilà l'homme qui devait traiter ces questions. Bruno de Thomas était le principal porte-parole de la Commission européenne. Il se souvient encore de son style, mais aussi de sa façon de faire du journalisme. Évidemment, je me souviens de Boris Johnson arrivant avec sa tignasse blanc-blond rarement peignée, sa gouaille, son intelligence, son charme, son humour et son goût de la manipulation. Juste devant la Commission européenne, il y a un bar où se retrouvent souvent les journalistes britanniques. Son propriétaire est un ancien journaliste du tabloïd Daily Mirror. Il se souvient des réactions face au reportage de Boris Johnson.
Mon impression est qu'il était un journaliste de tabloïd, travaillant pour un journal sérieux. Il s'est souvent heurté à des personnalités plus sérieuses de The Guardian. Il avait des questions différentes et il y avait un peu de rivalité. Mais je ne me souviens pas de Boris comme particulièrement anti-Europe à cette époque. Mais dans son discours, il expliquait déjà que l'Union européenne devenait une menace pour la souveraineté britannique. « 266 pour, 213 contre. Le CETA, ce traité controversé de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, a été approuvé par les députés français au terme de plusieurs heures de débats tendus. Récit d'un vote qui divise la majorité présidentielle. Maxime Bios-Duplan. Les députés français ont adopté ce mardi le très controversé accord de libre-échange signé entre l'Union européenne et le Canada. Un texte déjà largement mis en place depuis 2 ans, mais de manière provisoire, et dont la ratification par le Parlement français était nécessaire. À noter, 52 députés du parti d'Emmanuel Macron ont voté contre. Le CETA, c'est son nom, comporte selon ses détracteurs d'importants risques sanitaires et environnementaux. Pour le gouvernement français, qui balaye ses critiques, c'est un outil pour booster l'économie entre la France et le Canada. L'accord de libre-échange avait déjà été ratifié par 13 pays membres de l'Union européenne. Le point noir de ce traité, c'est ce qui a été appelé l'affaire des farines. Le gouvernement français jure qu'il ne sera jamais importé du Canada de bœuf nourri aux farines animales, et ce conformément à l'interdiction européenne. Mais nos confrères du Monde ont révélé que la législation canadienne autorisait l'utilisation de certaines protéines, comme les farines de sang et la gélatine animale. Et aucune règle européenne ne permettrait de refouler à la frontière les animaux concernés. Négocié pendant plus de 7 ans, le CETA avait été approuvé par le Parlement européen en février 2017. Il doit être ratifié par les 38 assemblées nationales et régionales d'Europe. Je vous le disais en titre, 80 départements français sont en alerte canicule. C'est un record. Cela signifie que la quasi-totalité de l'Hexagone est concernée jusqu'à vendredi. Une période brève mais intense. Le mercure pourrait grimper jusqu'à 43 degrés par endroit. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Le détail avec Malia Couture. Circulation différenciée en agglomération, mesures pour les plus vulnérables à Paris ou à Toulouse, aide pour le monde agricole, voie ferroviaire surveillée de près. La France se met en ordre de bataille pour la canicule. Météo France a placé 80 départements en vigilance orange canicule jusqu'à vendredi. Ils sont globalement situés sur une grande moitié sud du pays, à l'exception de la côte méditerranéenne et de la Bretagne. Cette vague de chaleur devrait être brève avec des minimales comprises entre 20 et 25 degrés et des maximales pouvant atteindre 41 voire 42 degrés. Au total, 73 départements sont concernés par les restrictions d'eau alors que l'Hexagone connaît une sécheresse remarquable. Le transport routier des animaux est interdit aux heures les plus chaudes. Les appels à la vigilance sont aussi nombreux pour sensibiliser les Français au risque élevé de noyade. Selon les chiffres du ministère, plus de 40 personnes sont mortes noyées en France lors du premier pic de canicule au cours de la dernière semaine de juin. L'épisode météorologique va également doper la consommation d'électricité en France cette semaine, mais la production sera suffisante selon RTE, le gestionnaire du réseau à haute tension. Mais EDF a annoncé l'arrêt de 2 réacteurs nucléaires de la centrale de Golfech dans le sud-ouest du pays, en raison de la surchauffe du fleuve la Garonne. Ce n'est pas la première fois que cela se produit. L'été dernier, la production d'électricité des réacteurs du Bugey, Saint-Alban et Fessenheim avait dû être stoppée pour cause de surchauffe du Rhône et du Grand Canal d'Alsace. Il y a un an, jour pour jour, la station balnéaire de Mathis en Grèce était le théâtre de terribles incendies dans lesquels 102 personnes ont péri. Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis s'est rendu sur place pour un hommage aux victimes. Quelles leçons ont été tirées de cette catastrophe? Élément de réponse avec Christelle Pétron-Garry. Après l'incendie qui a ravagé la station balnéaire de Mathis en Grèce, les autorités ont fait de la réorganisation de la protection civile une priorité. Avec un mot d'ordre, renforcer la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles. Mais un an après la tragédie qui a fait 102 morts, peu de progrès ont été enregistrés. Kostas Sinolakis est un spécialiste de la prévention. Ses recherches ont montré que le pire aurait pu être évité si une évacuation obligatoire avait été ordonnée. Problème, cet ordre n'aurait jamais pu arriver jusqu'aux intéressés.
Nous n'avons toujours pas la capacité d'envoyer des SMS écrits qui donnent des instructions aux gens sur la façon de se sauver eux-mêmes. Le 911 inversé, comme ils ont aux États-Unis, ou comme notre 112 européen, ne fonctionne pas. Manos Tsaliakos est l'homme qui a donné l'alerte ce 23 juillet 2018. Il a lutté contre les flammes et sauvé plusieurs personnes. Après 18 ans d'expérience dans la protection civile, il en appelle à une profonde réorganisation. Nous devons commencer par le commencement. C'est la façon de mettre les choses en ordre. Nous devons savoir qui fait quoi, qui commande et qui donne les ordres. Les pompiers sont équipés de matériel vétuste. Un tiers de leurs véhicules sont utilisés depuis plus de 40 ans. Il y a une pénurie de pièces de rechange et de pneus. Les besoins sont partiellement couverts par des dons. La flotte d'avions de lutte contre les incendies est également ancienne. Les gouvernements grecs sont généralement réticents à investir dans la technologie. Je pense que c'est en partie dû à de l'ignorance, au fait qu'ils pensent que cela leur coûtera très cher. Mais au final, ils finiront par payer plus en cas de catastrophe. Et bien sûr, payer le prix le plus fort, à savoir des vies humaines. Les habitants de Mati vivent dans la peur d'un nouvel incendie. Les restes d'arbres brûlés ont été rassemblés sur ce site et n'ont toujours pas été déplacés. Pour la population, ils représentent un nouveau danger. Un an après la tragédie de Mati, rien ou presque n'a changé. Les habitants ne savent toujours pas ce qu'ils doivent faire en cas de nouvelle catastrophe naturelle. La seule chose qui a été faite en termes de prévention, ce sont ces panneaux indiquant le chemin vers la plage. Le surf fera sa grande entrée au programme des Jeux Olympiques d'été à Tokyo. C'est dans un an. Laurence Alexandrovitch vous emmène à Shonan, considéré comme le berceau de la discipline au Japon. Le surf fera son entrée dans l'olympisme l'été prochain au JO de Tokyo. Le berceau de ce sport au Japon, c'est ici, à Shonan, à 50 km de la capitale. Les Japonais, au début du siècle, utilisaient des planches de bois bien avant l'arrivée des Américains et la guerre du Vietnam. Mais dans les années 60, les habitants ont emprunté pendant leur absence les planches de surf des soldats américains. Et la passion a commencé pour le surf et pour cette oasis de calme. Le temps passe lentement à Shonan et j'aime ça. On a l'impression que tout le monde est agréable et tranquille ici. Selon les vagues, les banlieusards surfent tôt le matin avant de rejoindre Tokyo. Dans un an, ils pourront admirer les champions du 26 juillet au 2 août, mais ce sont les vagues qui décideront de la date exacte. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur Euronews. À demain.